Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente François-Philippe Champagne. Alors, on vous présente aujourd'hui dans notre série Le ministre, qui on a choisi, le ministre qu'on a le plus vu au Québec pendant l'été, bien sûr, François-Philippe Champagne, ministre des Infrastructures, certains diraient même ministre des chèques un peu partout. J'ai rarement vu quelqu'un avoir l'air d'avoir autant de plaisir à faire de la politique que François-Philippe Champagne. Je l'ai fait souvent en entrevue et ça fait partie des entrevues difficiles à réaliser parce que je le connais depuis longtemps. C'est un ami d'une amie, je l'ai rencontré dans des congrès libéraux à l'époque où Michael Ignatieff était chef. Là. Et à ce moment-là, ma copine m'avait dit « Tu vas voir, ce gars-là, il va être ministre ». Et donc, c'est quelqu'un que je connais relativement bien. Là. C'est pas un intime, mais c'est quelqu'un qui adore parler de politique. Donc, je suis pas trop inquiète de comment ça va se passer. Et comme il a un agenda de ministre et que c'est difficile de trouver une plage horaire pour qu'il passe 1 heure avec lui, ben c'est finalement le jour de la fête du travail. François-Philippe Champagne est né à Greenfield Park, habité à Québec, mais il se décrit et il est, je pense, avant tout quelqu'un de Shawinigan, de la Mauricie. Il a fait des études de droit, a fait une maîtrise en droit américain aux États-Unis pour ensuite poursuivre une brillante carrière internationale. Il a travaillé dans des grands cabinets, des grandes compagnies d'ingénierie. Mais pour se faire élire dans Shawinigan, il faut se rappeler, en 2015, c'était pas évident là qu'il réussirait à reconquérir l'ancien comté de Jean Chrétien. Il a fait campagne pendant 2 ans, d'un bout à l'autre de son comté, pour finalement avoir une victoire assez éclatante à ce moment-là. Mais c'est sûr, dans la vague de la majorité de Justin Trudeau. Il a été secrétaire parlementaire. Il a dû passer son tour au premier Conseil des ministres. Ensuite, être ministre du Commerce international. Sans surprise, on l'a aussi nommé ministre des Infrastructures à cause de sa capacité d'être un bon communicateur pour le gouvernement Trudeau ici au Québec. Nous y voici, on est chanceux. On a un stationnement juste en avant. François-Philippe Champagne, bonjour, merci d'être avec nous. Je vous vois aller depuis un certain nombre d'années. J'ai rarement vu un politicien, un ministre qui a l'air d'avoir autant de plaisir à faire de la politique. Ben, tant mieux, ça garde jeune. Ça garde jeune. Quand on aime ce qu'on fait, je pense que c'est l'idéal. On est sur notre X quand on fait ce qu'on aime. Moi, je le dis souvent, les gens me le demandent, je le fais avec cœur et passion. C'est les 2 mots qui me viennent en tête. Mais pourquoi vous aimez tellement ça? Ben, j'aime le contact avec les gens. Vous savez, politicien en région, c'est un peu comme un maire ou une mairesse. Hein. Moi, les gens me reconnaissent à peu près partout sur la rue. Alors, c'est quand je vais faire les courses, quand je vais à la pharmacie, quand je vais mettre de l'essence. Ce contact-là, pour moi, il est essentiel. Moi, je dis souvent aux gens, si vous pensez que une campagne électorale, c'est d'aller voir les gens une fois, 30 jours par 4 ans, vous êtes mal parti. Pour moi, c'est un continuum, puis c'est ça l'essence de la politique, c'est d'être à l'écoute des gens et de refléter évidemment leurs enjeux, leurs inquiétudes, puis de définir des politiques qui vont évidemment correspondre à ce qu'ils veulent. Mais vous avez toujours voulu faire de la politique, on s'entend? Oui, il y en a qui me disent que j'étais en campagne électorale quand j'étais en 6e année. Fait que c'est sûr que j'ai 50 ans. Ah oui, c'était pour quel poste? Président de la classe? Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autres postes que celui-là. Mais oui, effectivement, mais j'ai toujours aimé ça, de représenter les autres, de travailler avec les autres, d'être rassembleur. Il y en a qui m'ont déjà dit que j'étais rassembleur, donc de rassembler les gens. Je le faisais, je me rappelle, même à l'école secondaire, d'avoir été président de l'école et de
Est-ce que vous voulez toujours devenir premier ministre? Parce que vous avez déjà dit à une époque que votre rêve, c'était d'être premier ministre du Canada. J'étais jeune. C'est une erreur de jeunesse? J'étais jeune à l'époque. Écoutez, ça me fait plaisir de servir comme je le fais là. C'est un privilège, d'abord d'être élu. Hein? Moi, je viens d'une région où l'humilité, c'est gage de succès à long terme en politique. Hein? Je viens de Shawinigan. Alors, déjà, d'être élu, de représenter des gens, c'est un privilège. D'avoir été choisi pour servir au Conseil des ministres, c'est un autre grand privilège de pouvoir amener une voix des régions. Moi, je me fais souvent la voix des régions, certainement une voix du Québec, du monde des affaires, de la collectivité. Chacun représente un peu sa collectivité, mais moi, je le fais certainement haut et fort. Alors, je vais continuer de le faire. Mais vous avez jamais eu peur d'être ambitieux. C'est dans la société dans laquelle on vit, souvent, c'est presque un mot qui est devenu péjoratif. Ah, lui, c'est un ambitieux. Vous avez jamais eu peur d'afficher que vous étiez ambitieux, que vous aviez de l'ambition. C'est quoi l'ambition? Une ambition positive. Moi, j'ai dit souvent, j'avais fait la pyramide du succès. Moi, je m'étais regardé à un moment donné quand j'avais eu la chance de faire des choses. Puis je disais, tu sais, dans ma pyramide à moi, il y a eu des connaissances de base, une ambition positive et beaucoup de chance. Moi, si je faisais le triangle, là, des connaissances de base, parce que j'ai dit, écoutez, moi, je voulais faire du droit, donc j'ai étudié le droit. Bon, je suis devenu avocat, alors c'est sûr que ces connaissances-là m'ont amené là. Après ça, une ambition positive. Moi, à l'époque, c'était l'époque de l'ALENA. Alors, j'ai dit, si je vais étudier aux États-Unis, je vais me démarquer des autres parce que je vais être un des avocats qui connaîtra le droit américain. À l'époque qu'on regardait, moi, j'ai sorti de l'université en 82, 84. C'était le début de l'ALENA, comme on le connaît. Et finalement, moi, j'ai dit beaucoup de chance parce que j'ai été chanceux. Je le reconnais. J'étais au bon endroit au bon moment. Par contre, je savais ce que je voulais faire. Donc, j'étais capable de saisir les opportunités. C'est pour ça que je vois une ambition positive. Parce que l'ambition, elle peut être positive si ça nous amène à faire des choses. Puis j'avais visualisé jeune ce que je voulais faire. C'est drôle, les gens me disaient, tu parlais de droit international, tu étais tout jeune. Ben, je l'ai fait. Puis les gens me parlaient de politique, puis je le fais. Alors, je pense que c'est une visualisation positive de ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui. Parce que vous avez une carrière qui vous a mené à Gênes, en Italie, pendant 5 ans. Vous parlez italien, d'ailleurs, tout à fait. maintenant. Après ça, Zurich. 10 ans. Londres. 5 ans. Vous avez travaillé dans des grandes compagnies internationales. Vous étiez un très jeune cadre. Vous avez fait le tour du monde, je présume. Qu'est-ce que vous aviez appris sur le Canada à faire ça? Moi, ce qui m'a intéressé puis ce que j'ai ramené, c'est que j'ai eu la chance de voir le Canada avec les yeux du monde. C'est-à-dire que d'être Canadien dans mon cœur et dans ce que je suis. Mais quand on voit le Canada de l'étranger, ça nous donne aussi une autre perspective. Et ça me guide encore aujourd'hui. Quand j'étais ministre du Commerce international, la place du Canada dans le monde, le rôle du Canada dans le monde, la perception du monde face au Canada, ça m'a bien servi. Alors, c'est quoi le Canada? Ben, le Canada, aujourd'hui, je pense qu'on se démarque certainement à plusieurs égards. Moi, je pense qu'on est en train de devenir une plaque mondiale du commerce avec les 3 accords commerciaux qu'on a réussi à signer. Moi, je dis souvent, les investisseurs sont intéressés par le Canada. Stabilité, prévisibilité, primauté du droit. Moi, j'ai toujours dit, trouvez-moi un endroit dans le monde où vous n'avez pas ces 3 ingrédients-là magiques, où il y a des investissements. La réalité, c'est que les investisseurs, même encore aujourd'hui, je ne suis plus ministre du Commerce international, mais les gens m'appellent encore en me disant, Monsieur Champagne, c'est clair que si on veut investir, l'endroit pour investir dans le monde, c'est le Canada. Mais pourquoi ça se ressent pas, ça, dans... Parce qu'on est Canadien. Dans le discours public, il n'y a pas cette fierté, on n'a pas le sentiment dans le discours, dans le débat public de cette ambition et de ces retombées-là, parce que les bilans d'investissement étrangers sont pas si reluisants que ça pour le Canada. Ben, moi, je pense que c'est en train de changer. D'abord, là, on s'est donné les moyens de nos ambitions. Moi, je dis toujours, le Canada, maintenant, c'est un marché qui donne accès à 1,5 milliard de consommateurs, autant aux États-Unis, en Europe qu'en Asie. Seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres, ça nous met dans une position enviable. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on est Canadiens. Les Canadiens à l'étranger, vous savez, on est toujours un peu reconnus pour être gentils, reconnus pour être des gens agréables, mais certainement, on n'est peut-être pas les meilleurs vendeurs, c'est-à-dire de tout ce qu'on accomplit. Puis quand on vit au Canada, ben c'est notre réalité. On n'est pas chauvin. Non, puis c'est notre réalité. Vous savez, ici, les questions de sécurité, ça n'en est pas vraiment. Les gens se promènent librement. La société démocratique, elle existe. La démocratie va bien. Moi, je le dis toujours dans mes discours. À la fin, je dis toujours... je disais souvent, travaillons ensemble à bâtir, ben, c'est dans le cas des infrastructures, mais je finissais toujours mes allocutions en disant, soyons ambitieux dans nos objectifs et nos actions.
et bâtissons ensemble des infrastructures modernes du 21e siècle qui sont résilientes, vertes et modernes. Et cette question-là d'être ambitieux dans nos objectifs et nos actions, je le ramène toujours parce que je pense qu'on a tout pour avoir cette ambition-là positive comme nation, comme pays qui nous démarque à travers le monde. Vous êtes né à Greenfield Park? Oui. Grandi à Québec? Oui. Vous avez fait votre primaire? Tout à fait. Mais puis après ça, vous êtes à la Shawinigan. Ben oui, parce que moi, je suis un enfant ça? de 70. Hein? Mes parents, moi, je suis né en 70. Mes parents se sont divorcés en 70. Alors, je vous laisse présumer de la suite. Mais à l'époque, vous savez, les gardes partagées, ça n'existait pas vraiment. Je pense que la loi du divorce est arrivée dans ces années-là. Alors, ma mère avait la garde de son enfant à cette époque-là. Alors, j'ai fait mon école primaire, mais mon père venait de la Mauricie. Alors, toutes mes fins de semaine... Et moi, après ça, je suis retourné étudier là, au cégep. Et j'ai bâti, je pense, c'est là mon environnement. Mais vous avez raison, je suis né à Greenfield Park. Puis ça les gens me disent souvent... donc, vous n'êtes pas pourquoi? vraiment un gars de Shawinigan. Vous êtes comme un... Ça dépend comment on se définit. Mais vous, comment vous vous définissez? Ah, certainement. Tu sais, si vous regardez malgré que j'ai vécu dans plusieurs villes du monde, hein, mais c'est là que je sens mes racines. C'est là que je me sens chez nous. Je me verrais pas être ailleurs. Pourquoi? Ben parce que c'est là que je sens mes racines. C'est là... mon père était établi, mes frères et sœurs sont là. Je sais pas, il y a un sentiment d'appartenance. Des fois, comment on définit le sentiment d'appartenance à une communauté? Tu sais, j'étais dans mon coin hier, c'était la classique de Cano. Les gens viennent me voir. On a bâti quelque chose ensemble. C'est un grand territoire. Mon comté, c'est plus grand que la Belgique, 37 000 km². Vous alliez le dire, Hein, j'ai averti mon réalisateur. Avant, il y avait une division gauche-droite, souverainiste, fédéraliste, etc. Et de plus en plus, dans notre société, on voit un clivage ville, région, rurale. Je trouve ça intéressant que vous dites ça parce que quand je suis arrivé en politique, je m'étais dit, évidemment, venant du Québec, les préoccupations, les enjeux du Québec vont être fort différents de ceux du reste du pays. Et à ma grande surprise, la grande découverte que j'ai faite, parce que j'ai commencé comme secrétaire parlementaire aux finances, donc les consultations budgétaires des 2 premiers budgets Trudeau, je les ai fait à travers le pays. Et c'est justement le constat auquel j'en suis venu. Par exemple, je vais vous dire, en milieu urbain, on parlait de mobilité. En milieu rural, on parle de connectivité. Mobilité, on l'a vu à Montréal, on parle du pont Samuel de Champlain, Québec, le tramway ou le réseau structurant de transport en commun. Mais en région, on parle de connectivité, la téléphonie cellulaire et l'Internet. Alors, moi, ce que vous avez constaté là, moi, je l'ai constaté dès mes premières heures en politique que ce qu'on devait faire, c'est réconcilier ces réalités-là, parce que c'est vrai, il y a des réalités urbaines. Tu sais, moi, je le dis souvent, j'ai un collègue, Bill Morneau, mon collègue, le ministre des Finances. Lui, il fait son comté en 10 minutes à pied. Moi, mon comté, Madame Latraverse, c'est 8 heures nord-sud en camion. Puis quand c'est l'hiver, il faut mettre du clean flow pour se rendre jusque dans le nord, parce que moi, j'ai même pas de couverture cellulaire. On amène un téléphone satellite. Alors, ça vous donne une idée. Alors, c'est pour ça que c'est important ce que vous dites dans notre démocratie, d'avoir des voix fortes. Oui, pour les milieux urbains, il faut avoir des voix urbaines, mais il faut aussi avoir des voix des régions, parce que les régions, c'est quand même un grand pourcentage de la population au Québec, mais quand même aussi à l'échelle nationale. Et qu'on néglige beaucoup souvent dans le débat public. Ben, c'est qu'on n'a pas accès aux mêmes tribunes. Moi, je me fais un peu cette voie-là parce que j'ai accès aux tribunes. On est ensemble aujourd'hui, je le fais avec vos collègues, mais souvent, les régions n'ont pas la même tribune. Parce que, question d'éloignement, moi j'étais par exemple dans le coin de la Côte-Nord, il y a peu de ministres qui se présentent là. Demandez au maire de Bécomo, il va vous dire combien de fois je suis allé. Je pense que je suis allé 3 fois le rencontrer. Puis je me fais un devoir. Là, je suis allé en Abitibi-Témiscamingue, j'arrive de la Gaspésie, de Bas-Saint-Laurent, parce que les réalités de ces gens-là, eux aussi doivent avoir une voix au chapitre. Quand vous aviez 38 ans, vous avez été nommé Young Global Leader par le Forum économique mondial. Ça se veut célébrer, honorer les gens, les jeunes qui vont définir l'avenir. C'est quoi définir l'avenir en 2019? D'abord, cette époque-là, je mets ça dans la catégorie chanceux. Hein. Je dis souvent, je devais être un des rares Canadiens à l'époque qui ont choisi. C'est un peu la même chose quand j'ai eu ma maîtrise aux États-Unis. Je leur avais demandé à la fin, j'ai dit,
comment ça vous m'avez choisi? Mes résultats scolaires étaient assez moyens. Puis on dit, écoutez, on ouvrait le programme à l'international, vous étiez le seul Canadien qui a appliqué. Alors, des fois, il faut mieux être chanceux. Dans ce cas-là, ça m'a amené dans le grand monde, j'allais dire, parce que là, j'ai connu des gens qui ont fait des choses... mondiale, là, qui ont fait des choses extraordinaires. Moi, je sors de nulle part. Là, alors, j'ai été chanceux, ça m'a permis, moi, j'ai toujours vu, c'est comme un billet d'entrée dans le cinéma où tu t'assois ou tu vas sur scène. Moi, j'ai décidé d'aller sur scène. Et ça m'a permis d'avoir un réseau qui est fort intéressant, de vivre des expériences. Ça m'a amené dans des camps de réfugiés en Jordanie, ça m'a amené en Tanzanie, ça m'a amené à faire des choses extraordinaires en Birmanie du Nord. Alors, j'ai eu cette chance-là de côtoyer. Qu'est-ce que vous faisiez dans ces pays? C'était comme des missions de découverte? C'était des missions, puis ça nous a permis aussi d'abord un grand réseau. Il y avait des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Il y a Mark Zuckerberg, par exemple. J'ai rencontré des gens qui ont créé YouTube, des gens qui ont fait des choses qui ont redéfini quasiment notre façon, en tout cas, de consommer de l'information à bien des égards. Mais dans ces cas-là, ça m'a permis d'avoir accès à des réalités qui, pour un jeune Canadien, étaient moins évidentes. Quand on va dans des camps de réfugiés, par exemple, de constater, quand j'étais en Birmanie, c'était à l'époque où la Birmanie s'ouvrait à peine. J'ai eu la chance de rencontrer Aung San Suu Kyi à l'époque. Ça, c'était bien avant. Alors, il y a des choses où tu t'éveilles un peu au monde, tu te rends compte, wow, il y a des grandes tendances. L'économie circulaire, à l'époque, on en parlait. J'avais des collègues qui militaient de ça en San Francisco. Alors, ça m'a amené à voir des choses. Définir l'avenir, moi, c'était un peu ça. Moi, je me suis imbibé d'idées, d'informations, de connaissances qui, j'espère aujourd'hui, j'essaie de mettre au meilleur escient. Moi, c'était ça un peu mon idée, c'était qu'est-ce que je peux aller chercher là, contribuer dans une façon, à ma façon. Évidemment, il y a des gens qui avaient fait de grandes choses. Moi, je pense que j'ai contribué à ma façon à ce groupe-là. On m'avait même demandé d'être sur le comité de sélection à la fin, donc c'était pas si pire pour un gars qui sort de Shawinigan. Vous demandez quand même, hein? T'es à côté de... Mais ça m'a surpris, parce que surtout, il y avait des grands noms, puis à la toute fin, je m'étais taillé une place. puis on m'avait demandé de participer au comité de sélection de ceux qui seraient choisis les années ensuite. Puis on m'a toujours réinvité, mais bon, la vie fait que je peux pas toujours aller là. Mais certainement, ça m'a permis de découvrir des choses, d'ouvrir l'esprit. Et j'invite tous les jeunes qui nous écoutent, honnêtement, chaque opportunité que vous avez d'aller voir ailleurs, de comprendre, de goûter à d'autres choses. Allez-y, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, oui, on peut le faire de façon virtuelle, mais le réel a bien meilleur goût, hein? De le vivre, de côtoyer des gens, d'écouter des histoires de l'un et de l'autre, de voir la beauté du monde, mais aussi certains aspects de sa complexité. Donc, vous étiez un Young Global Leader, donc un jeune leader mondial, on peut dire. C'est quoi un leader? Je pense que c'est quelqu'un qui sait écouter. C'est certainement quelqu'un qui sait inspirer. Et c'est quelqu'un qui, dans son cheminement, je pense, prend la vie comme la connaissance, ça s'acquiert au cours d'une vie. Alors moi, je dis souvent, écouter, agir, mais certainement se garder comme leader aujourd'hui. Il y a trois choses. Je vais vous donner une autre anecdote. J'avais rencontré le Sherpa. Un Sherpa, c'est souvent celui qui représente les chefs d'État. Un Sherpa qui avait 70 ans en Corée du Sud. Puis il m'avait dit trois choses. Il dit, les grands leaders que j'ai connus, c'est des gens qui ont une santé de fer. C'est des gens qui apprennent tout au cours de leur vie. Donc, cette curiosité intellectuelle qui est nécessaire. Puis je dirais aujourd'hui que le temps s'est accéléré est essentiel. Et c'est des gens qui savent écouter. Et ça me résonne encore dans le subconscient. C'est quoi le plus grand défi de notre époque? L'environnement. De concilier l'environnement et le développement économique durable. Il en va de la survie, évidemment, de nos sociétés. Et de concilier les deux, je pense que c'est le plus grand enjeu qu'on a. D'abord parce qu'on voit, moi, vous savez, comme ministre de l'Infrastructure, j'ai toujours dit, vaut mieux investir pour se prémunir face aux catastrophes naturelles que de devoir indemniser les gens année après année. Alors, l'environnement, l'économie, parce que ces deux choses-là, pour moi, vont ensemble. Parce que les gens, ils veulent... moi, il y a trois choses qu'on a faites. Tu sais, je dis souvent, il y a eu cette question-là de la famille. Pour moi, ça a été de permettre aux gens
de grandir, de vivre et de vieillir dans la dignité. Pour moi, ça a été un grand plan de notre dernière... Tu sais, si vous me regardez en termes de bilan. Ensuite de ça, je regardais au niveau du commerce, puis ça, je vous en ai parlé tantôt, des accords commerciaux qui, je pense, ça va redéfinir le Canada. Parce qu'au niveau du commerce, il faut regarder ça à long terme. C'est un peu comme les infrastructures, c'est sur 10, 20, 30 ans. La dernière chose, c'est au niveau de l'emploi. Puis ça me ramène à votre question. Création d'emplois historiques. Je veux dire, on a le plus bas taux de chômage depuis qu'on compile des statistiques. Puis moi, je vous dis ça à la blague un peu. Moi, quand je suis sorti de l'université, on parlait de pénurie d'emploi. Maintenant, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Et pas seulement, encore plus, j'allais dire, en région. C'est vrai à Montréal, mais c'est vrai chez nous. Alors, concilier d'une part l'environnement puis le développement économique durable, moi, je pense qu'il y a des façons. On parle d'énergie renouvelable, on parle d'économie circulaire, on parle de faire des choix intelligents. Puis moi, je pense que nos enfants, moi, je sais qu'à la maison, quand j'écoute les filles qui me font leurs réflexions, qui ont 12 et 15 ans, je me dis, on est sur la bonne voie. On n'en fait pas assez pour l'environnement. On s'entend au Canada, là. Ben, on a comme Écoutez, l'illusion qu'on peut faire ce virage-là, cette transition-là, sans que ça fasse mal. Ben, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on accélère. Ben oui, il faut accélérer cette transition-là énergétique. Des fois, j'entends des discours, puis je les comprends, où il y a une certaine impatience, une urgence d'agir, c'est clair. On n'a qu'à regarder les nouvelles. Par contre, ce que vous dites là, c'est vrai que cette transition-là énergétique, elle se fait. Nous, on essaie de voir comment on peut l'accélérer. Puis c'est sûr que le Canada, ben, Mais pourquoi vous faites croire aux gens que ça peut se faire sans que ça fasse mal? Ben, je sais pas si ça nécessairement doit faire mal, mais ça prend certainement un certain temps. Et ça va aussi au niveau des choix individuels. Hein? On le dit, il faut vivre ses valeurs, il faut faire certains choix. Moi, je pense que la plus grande force, au-delà des gouvernements, c'est les consommateurs. Moi, je constate comme consommateur et consommatrice, quand on fait des choix, quand on décide consciemment de mettre notre argent dans un produit ou un autre, ça fait la différence. Hein, vous voyez là les grands je pense du fast-food qui emboîtent tous le pas. Là. On dirait que ça devient plus... On a quasiment rendu ça à la mode. Là. On voit que tout le monde embarque, tant mieux, parce que ça veut dire que si on change nos comportements comme individus, ben on accélère cette transition-là, et tant mieux. Qu'est-ce que vous pensiez de la jeune Greta Thunberg qui soulève les passions, les haines, les commentaires, qui est jugée trop radicale, trop jeune, une voix forte, un appel à... Qu'est-ce que vous pensez? Je suis content que vous me posiez cette question-là parce que je l'ai eu avec... j'avais cette question-là moi-même récemment. Et je pense que j'étais avec un ami, puis on se disait, quel modèle on aimerait plus pour nos filles? Et on parlait de Greta d'un côté, et l'autre, je me rappelle même plus, là, c'était une artiste. Et je connaissais pas la chanteuse, je connaissais Greta. Alors, la personne qui était un ami dit, ben, va voir un petit peu ses vidéos, puis va voir un peu... J'ai regardé ça, puis je souhaite avoir le nom, mais je l'ai plus. Tout de suite après, je me suis dit, définitivement, Greta, c'est le modèle que je veux pour mes filles. Maintenant, modèle d'engagement, modèle de sincérité, modèle de dire qu'une jeune fille que personne ne connaissait vraiment il y a quelques mois, je pense, en tout cas, soulève autant de passion. Maintenant, ceci dit, après ça, il faut écouter ce discours-là, puis je pense qu'il faut l'applaudir dans le sens, moi, je trouve, l'audace, je l'aime. Le fait de dire qu'elle vit sa différence, puis elle est à l'aise avec ça. Le fait d'interpeller même des leaders, puis de dire, vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je vais vous le dire haut et fort. Maintenant, nous, comme leaders politiques, c'est de prendre ce discours-là, et vous le savez, nous, c'est de gérer aussi la réalité. C'est-à-dire qu'il faut prendre... Oui, parce qu'elle voit le monde en noir et blanc. Puis je veux dire, mais tant mieux qu'on a encore des jeunes qui ont cette... Parce que nous aussi, quand on était jeunes, on a vu le monde en noir et blanc. Moi, je me rappelle d'avoir manifesté. On était, nous autres aussi, à une époque, peut-être d'une façon différente, mais à notre façon, à nous, on voulait que les choses bougent. Maintenant, quand on a la responsabilité du gouvernement, ben c'est sûr qu'on doit concilier différentes choses. Alors, il faut prendre ce discours-là qui interpelle, qui est un appel à l'action, puis nous, de le rentrer. Mais je pense que dans notre cas, nous, en tout cas, comme gouvernement, c'est ancré dans nos valeurs, puis c'est ancré dans nos actions. Maintenant, nous, on doit composer avec la réalité. Et je comprends, mais je me dis, tant mieux, parce que honnêtement, pour mes filles,
c'est plus ce modèle-là que moi, je souhaite. Vous parlez vivre avec sa différence, le fait qu'elle est Asperger, qu'elle l'assume, qu'elle en parle, même si ça lui attire des foudres, des attaques, etc. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Allez-y. Puis je vous la pose parce que je suis sûre que nos auditeurs se posent la question. On est dans un monde où les hommes sont... Il y a des stéréotypes, tout ça. Vous-même, vous avez fait des blagues. Vous n'êtes pas grand. Je pense qu'on s'entend. Hein? Ben, je dis qu'il y en a qui sont plus grands que moi. Est-ce que ça vous a dérangé? Est-ce que ça a forgé qui vous êtes? Puis je veux la poser vraiment sans arrière-pensée. Je suis sûre que les gens se posent la question. C'est pour ça que vous voyez mon malaise. Ben oui, mais non, mais vous faites bien. Je pense que non. Moi, écoutez, c'est tellement... Je suis content que vous me posiez la question parce que c'est tellement relatif. Là, je vais vous dire une chose que vos éditeurs vont dire, mais je peux pas croire. Moi, je me trouve grand. Je me trouve pas petit. Mettons-le de l'autre côté. Alors, quand les gens me disent ça, je dis, ben oui, il y a des gens plus grands que moi, mais moi aussi, je suis grand. Alors, moi, j'ai toujours vu ça relatif. Puis, je l'ai toujours fait à la blague parce qu'imaginez, dans mes amis, je sais pas pourquoi la nature fait les choses ainsi, mes amis ont quasiment tous 6 pieds et plus. Alors, depuis que je suis petit, ma conjointe est plus grande que moi depuis toujours. On se connaît depuis qu'elle a 15 ans. Tout le monde me disait, mais elle est plus grande que toi. Ben oui, je dis, j'en ai 50 ans. Ça fait 35 ans qu'elle est plus grande que moi. Alors, ça vous a jamais dérangé? Ben non, mais dans ma vie, c'est que comme tout le monde a toujours été plus grand que moi. Alors, moi, je me considère grand moi, je me considère pas petit. Maintenant, j'en suis conscient, évidemment, qu'il y en a qui sont plus grands que moi. Puis souvent, je faisais à la blague. Quand je prends l'avion, je disais à mes amis, hey, ça doit pas être drôle d'être grand comme toi dans l'avion, hein. Moi, j'en ai pas de problème dans l'avion. J'ai pas de problème dans les autos. J'ai pas de problème dans le train. J'ai pas de problème quand on visite des maisons anciennes. C'est à ma grandeur. Tant mieux. Et j'ai souvent tourné ça à la blague. Alors, je pense que c'est une question comment on se voit. Et moi, j'ai conscience. Je veux dire, ça serait une folie de dire, il y en a qui sont plus grands que moi. Mais il y en a qui sont plus petits que moi aussi. Alors, moi, je me considère dans la moyenne. Je me suis jamais considéré grand, mais je me suis jamais considéré petit. Je me considère dans la moyenne. Mais là, la moyenne, c'est moi qui a défini dans ma tête. Bon, mais c'est une chose à régler. Je l'avais sur le cœur. Je me suis c'est bien, non, mais c'est bien. Si j'allais avoir le courage de la poser ou pas. Ben oui, il faut. Là, il me reste 2 questions. Pourquoi le Parti libéral? C'est quoi parce que d'abord c'était au niveau des valeurs. Moi, vous savez, quand je suis arrivé, quand je suis revenu au Canada, j'avais vu le Canada avec des yeux de ceux qui voyaient quand même le Canada depuis 10 ans sous Stephen Harper, l'austérité, ces choses-là qui... Moi, écoutez, j'étais à Londres, puis les gens me disaient, écoute, comme Canadien, on n'a pas vraiment besoin d'entendre votre voix, on va avoir un porte-parole américain, puis vous allez dire à peu près la même affaire. Donc, moi, je sentais qu'on avait perdu... pas je sentais, je constatais. Sentir, c'est une chose. Constater, c'en est une autre. Moi, j'étais impliqué à Londres. Je faisais des choses. Et je voyais que notre voix est en train de s'affaiblir à un point qui était pas normal dans l'histoire du Canada. Alors, moi, j'ai toujours connu ces valeurs-là. Évidemment, je viens de Shawinigan. Vous savez qu'il y en a un autre qui vient de là, qui a été là un petit peu longtemps, que j'ai eu la chance de côtoyer bien avant la politique. Je l'ai connu, M. Chrétien, je le connaissais. Écoutez... je pense que ça fait 25 ans que je le connais. Alors, c'est toujours une figure qui m'a marqué dans un sens. Quelqu'un qui, je pense... Moi, le Parti libéral, c'est ça. C'est être au centre. C'est d'avoir cette vision-là canadienne qui unit tout le monde, qui sait combiner avec la réalité du moment, qui évolue et qui est tournée résolument vers l'avenir. Moi, j'ai toujours dit, notre façon de façonner l'avenir, c'est d'investir. Pas de slogan, là. Ouais, ben, bon, moi, le slogan, c'est, tu sais, moi, les gens, souvent, je regarde ça. Bon, évidemment, c'est une campagne, il faut en avoir, là, mais je pense pas que c'est ça qui arrête les gens, ben gros. Moi, je dis souvent, c'est comme, depuis 6 mois, les gens me disent, monsieur Champagne, vous faites des annonces, tout ça. Faites des chèques. Mais on est-tu pour arrêter de travailler parce qu'il y a des élections? Oui, les choses se règlent plus facilement quand il y a l'échéance électorale. Mais souvent, nous, c'est parce que ça prend des partenaires. Fait que les partenaires viennent à la table, ça permet d'avancer. Puis la vie continue, là. Je veux dire, il y a une élection, mais pour monsieur, madame, tu sais, les gens qui nous écoutent, là, ils vont voter le 21 octobre, mais la vie continue. Il y a personne qui s'est plaint qu'on a réglé le tramway de Québec. Il y a personne qui s'est plaint qu'on a finalisé le pont Samuel de Champlain. Il y a personne qui se plaint qu'on a investi dans le métro à Toronto, là. J'ai pas entendu personne se plaindre. Les gens, au pire, diraient, écoutez, on n'est pas pour arrêter de travailler parce qu'il y a des élections qui s'en viennent. Vous
l'avez abordé, vous êtes dans le comté de Jean Chrétien. On vous a souvent décrit comme le deuxième petit gars de Shawinigan. Ou le petit gars. Monsieur Chrétien a toujours été, et depuis que vous êtes en politique, il est une figure quand même importante, je pense, dans votre vie politique. Qu'est-ce qu'il vous enseigne? Qu'est-ce que vous retenez de lui? L'authenticité. Hey, Monsieur Chrétien, je vais vous donner un autre exemple. Les auditeurs vont aimer ça. J'étais avec lui, je sais pas, là, il y a 85. C'était probablement quand il avait 80 ans. Et des enseignements de base comme ceux-là. Alors, on est à Shawinigan, on est sur la rue principale, puis il y a comme une terrasse. Et il passe, puis il se présente, il dit « Bonjour, mon nom, c'est Jean Chrétien. » Alors, évidemment, les gens le reconnaissent. On est à Shawinigan. Je pense que les gens le reconnaîtraient à travers le Canada. Et on va s'asseoir pour dîner, mais je dis « Monsieur Chrétien, je dis, écoutez, les gens vous reconnaissent pas mal. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes Jean Chrétien. » Il dit « Tu prends pas de chance. » Et ça m'a marqué encore. Ça, je l'ai dit souvent aux candidats. J'ai le syndrome du candidat, c'est de penser que les gens te connaissent. Et je me disais, si M. Chrétien, à l'époque, avait fait 40 ans de vie politique avec proche de 80 ans et se présentait à chacune des personnes. Ah, l'authenticité. Tu vois un monsieur qui a 80 ans à l'époque, qui ne prétend de rien, qui se présente, bonjour, mon nom c'est Jean Chrétien, je viens de Shawinigan. À Shawinigan. Bon, on dit pas à Paris ni à Londres, là, on est à Shawinigan. Quelqu'un aussi avec qui les gens m'ont souvent dit, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Parce qu'on se parle assez régulièrement. On se visite. Oui, on s'appelle. Moi, je sais souvent quand tu cherches quelqu'un pour aller dîner, là, c'est une primaire. Quand je vois qu'il m'appelle vers 11h15, je sais s'il cherche quelqu'un pour aller dîner quand je suis dans le coin. Mais ce que j'aime surtout avec lui, les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est sûr que quelqu'un qui a eu qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quelqu'un qui a vécu des grands moments politiques du dernier, en tout cas, d'une bonne partie du dernier siècle, tu sais, tu vas pas faire du porte-à-porte. Moi, quand je m'assois avec lui, on fait un peu l'histoire du monde, où il me partage certains moments avec François Mitterrand, Helmut Kohl en Allemagne, les grands moments, quand les définitions de l'OTAN, des grands moments. Alors ça j'ai toujours aimé ça parce que c'est une perspective. Tu sais, quand on connaît notre histoire, on est capable de définir l'avenir. Lui a quand même vécu des grands moments. Et je le fais avec d'autres. Je garde leur nom sous silence, mais ils vont se reconnaître. Je le fais avec d'autres grands leaders qu'on a eu au Québec. Souvent, d'aller m'asseoir avec eux, prendre une bouchée pour les écouter. Puis les gens seraient surpris des fois de voir avec qui j'ai eu la chance de faire ça. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme quelque chose de commun à tous ceux qui ont servi. Il y a beaucoup d'humilité. Alors, je trouve ça inspirant parce qu'il y a des gens qui ont vécu des grands moments. Et souvent, ça aide à relativiser parce qu'on est, nous, vous comprenez, dans l'actualité quotidienne, les choses vont vite, les nouvelles 24 heures. Et prendre un temps d'arrêt. On a commencé l'entrevue en faisant un constat que vous êtes un amoureux de la politique, je pense. Qu'est-ce que vous aimez pas de la politique? S'il y avait une chose que vous pouviez changer, de la joute politique. Là. Ben, moi, je pense qu'on devra moderniser le parlementarisme. Moi, je regarde la façon dont la vie s'organise autour du Parlement. C'est-à-dire quand le Parlement siège, de rendre ça plus ouvert à la famille, plus moderne. Moi, je pense que si on veut attirer des jeunes femmes en politique, si on veut attirer des jeunes en politique, il va falloir se moderniser. L'idée de siéger du lundi au vendredi avec des heures très astreignantes à beaucoup d'égards, il y a des choses qu'on va devoir, à mon humble avis, repenser si on veut se moderniser comme institution. Pour rendre ça un peu plus facile, dans le sens où plus facile, c'est un mot, mais plus aussi humain. Oui, c'est ça, tu sais, en symbiose avec la réalité d'aujourd'hui, parce que dans la réalité d'aujourd'hui, il y a souvent des gardes partagées, il y a des conjoints, il y a des conjointes, il y a des réalités qui étaient probablement existantes à l'époque, mais peut-être qu'à une certaine époque, on voyait les choses différemment, je sais pas, comme société. Aujourd'hui, la famille prend beaucoup de sens dans la vie des gens. On le sait, la conciliation travail-famille pour les gens, les jeunes qui nous écoutent, c'est important. Je me dis, il y a des choses qu'on n'a pas modernisées, qui sont assez astreignantes des fois, puis je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on a une meilleure démocratie? Parce que c'est pas de passer moins d'heures à travailler. Les gens qui ont côtoyé des élus vont vous le dire. Vous le voyez, Mme Latraverse, c'est des gens, tout le monde, de tous les partis, tous ceux qui travaillent dans cette grande machine-là qu'est la démocratie, travaillent fort puis ils le font avec cœur et passion. Mais il y a encore des choses, vous l'avez vu,
quand vous êtes à Ottawa. Non, c'est une vie de fou. Sur les heures, par exemple, où on siège, sur l'organisation du calendrier, est-ce qu'on a besoin de faire ça? Il y a des gens qui viennent de Vancouver. Moi, écoutez, je prends ma voiture des fois, puis je me dis, bon, moi, je suis à 5 heures du Parlement. C'est pas la fin du monde, mais il y a des collègues de Vancouver qui est-ce qu'il y a moyen de se... Puis je pense que si on le fait pas nous autres, là, la prochaine génération va le faire. Parce qu'eux vont dire, écoutez, oui, la démocratie, oui, servir, mais est-ce qu'on peut concilier ça un petit peu plus, de façon plus intelligente, plus moderne, plus en lien avec la société d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Quel plaisir. Ça faisait longtemps qu'on s'était dit qu'on ferait ça. Bonne campagne. Merci, c'est gentil. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, les lundis et vendredis à Franchement dit avec Jonathan Trudeau, mardi, jeudi au Retour de Mario Dumont et le mercredi à Politiquement Incorrect avec Richard Martineau. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.